Il n'y a pas que Cannes, sa croisette et ses palmiers dans la galaxie des festivals français du film. Il y a aussi les Arcs, ses pistes de ski et son festival du cinéma européen indépendant. La station savoyarde accueille à partir de ce vendredi la 17e édition des Arcs Film Festival créé en 2009. Alors est-ce que le cinéma européen se porte bien? On va poser la question au producteur et directeur général du festival. Bonjour Pierre-Emmanuel Florentin. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Euradio. Alors on est Merci. à quelques jours de l'ouverture du festival. Comment s'annonce cette édition 2025? Ça s'annonce une très belle édition. Non, c'est vrai que le festival a beaucoup grandi et cette année, on a la chance d'avoir des invités qui viennent de toute l'Europe et qui sont des invités très talentueux, de grands réalisateurs, de grands comédiens, comédiennes. Et on a aussi une qualité de film cette année qui est assez exceptionnelle. On va revenir sur quelques-uns de ces invités, quelques-uns de ces films présentés. Mais cette année, vous avez décidé comme fil rouge du festival la démocratie. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en avant particulièrement cette année ce sujet-là ? Tiens, je me demande qu'est-ce qui nous a amené à penser que la démocratie pouvait être en danger aujourd'hui dans le monde occidental. Plein de choses. Je pense que quiconque regarde un peu les actualités depuis le début d'année et depuis l'élection de Donald Trump notamment s'interroge. On sait très bien que l'Europe, ses valeurs démocratiques, ces valeurs de liberté sont à certains endroits questionnées, mis en difficulté. Et on s'est dit que le cinéma était un endroit où effectivement les réalisateurs, les scénaristes s'interrogent aussi et proposent des choses depuis très longtemps. On repasse de vieux films aussi dans le cadre de ce fil rouge, notamment celui de Costa Gavras, Z, déjà dans les années 70, on posait ces questions. Et puis aujourd'hui, on a quelques films, je pense notamment au Mage du Kremlin cette année de Olivier Assayas qui... Adaptation du livre de Giuliano Ampoli, succès en librairie, qui est tout donc à adapté. Fait, tout à fait, qui est adapté avec Jude Law, avec Paul Dano, donc Jude Law dans le rôle de Vladimir Poutine en pleine ascension du pouvoir. Plein de films qui peut-être ne vont pas répondre à toutes nos questions, mais ces films vont être accompagnés par des débats. L'idée, c'est d'utiliser aussi le cinéma comme un endroit de discussion, comme un endroit de réflexion, et peut-être sensibiliser aussi au risque que la démocratie encourt en ce moment. Vous parliez donc du Mage du Kremlin de Olivier Assayas, film qui sortira en janvier sur le régime de Vladimir Poutine. Il y a un autre film en compétition officielle qui s'appelle Mr. Nobody Against Putin. On parle encore du président russe. C'est un film danois co-réalisé avec un instituteur russe qui en fait en vient à dénoncer la propagande du régime de son pays. En quoi le cinéma peut avoir aujourd'hui justement en quelque sorte ce rôle de lanceur d'alerte? Alors ça, c'est un document exceptionnel, ce documentaire, Mr. Nobody Against Putin, parce que effectivement, c'est un professeur qui a fui après avoir enregistré toutes ces images, parce qu'il était un peu le professeur en charge de la vidéo dans le collège lycée et au moment de l'invasion en Ukraine, il a pu observer de l'intérieur la mise en place d'un système de propagande évidemment guerrière pro Poutine et on voit vraiment de quelle manière, et c'est bien triste, toute une génération est en train de subir cette propagande complètement folle et guerrière, et qui fait que la situation continue à être meurtrière et à s'aggraver en Ukraine aujourd'hui. Mais on voit aussi la difficulté qu'on aura finalement à réparer aussi tout ça, parce que c'est un mal profond, cette propagande, ce lavage de cerveau dans ces écoles. Et effectivement, ce professeur est parti avec ses cassettes, a rejoint le Danemark, et au Danemark, il a rencontré un réalisateur avec qui il a monté ce film. Donc oui, lanceur d'alerte. Alors,
l'alerte est lancée depuis longtemps. Ce qui nous permet, c'est surtout un document exceptionnel, c'est surtout un document ici. C'est la force du documentaire, hein, c'est la force d'avoir du réel. Et il est aujourd'hui. Enfin, c'est très rare d'avoir des documents qui sortent de l'intérieur et qui sont aussi précis, aussi intéressants, qui nous montrent vraiment dans la mécanique, dans le détail de la mise en place de cette propagande. Mais le cinéma à d'autres endroits peut aussi, on le voit, on a une rétrospective sur Tariq Saleh aux Arcs. Tariq Saleh, c'est un réalisateur donc suédois qui a fait une trilogie de films qui ont eu pas mal de succès en salle. Hein. Il y a eu Le Caire Confidential, il y a eu La Conspiration du Caire et là, sorti depuis 2 semaines, il y a Les Aigles de la République et qui sont toute une série de films aussi qu'il a fait sans pouvoir d'ailleurs y tourner en Égypte, hein, qu'il a fait sur le régime, la mise en place du régime autoritaire en Égypte ces 10 dernières années. Et là aussi, c'est un film c'est un réalisateur qui questionne la corruption, les limites effectivement de la justice, la démocratie, le pouvoir de l'image, l'utilisation parfois du cinéma comme arme de propagande, parce que c'est le cas aussi. Hein, le cinéma est arme de liberté et d'information, mais c'est aussi aux mains des artistes, mais parfois c'est aussi une arme au service du pouvoir, et on le sait, on l'a vu. Hein, c'est au cours du XXe siècle, ça a été parfois le cas. Face à ces menaces actuelles sur la démocratie, comment le cinéma peut aussi d'une certaine manière porter le projet européen? Parce que je rappelle que les Arcs Film Festival, c'est un festival du cinéma européen indépendant. Comment, à travers le cinéma, on peut porter d'une certaine manière le projet européen? Déjà, ce qu'on essaye, hein, et c'est vrai que là, vous touchez quelque chose qui est très important chez nous, qui est l'ancrage européen, cette idée que on est Europe aujourd'hui. Moi, je me sens avant tout européen. Dans cette équipe, on se sent avant tout européen, et la diversité du cinéma européen, déjà, je trouve qu'elle donne à voir, elle donne à comprendre. Le cinéma, c'est aussi voir comment ça se passe ailleurs, c'est aussi se rendre compte qu'ailleurs, ça se passe aussi un peu comme chez nous. Les questions sont parfois les mêmes, en tout cas les questions de fond. Les visions de société sont les mêmes. Je pense que le cinéma est rassembleur de ce point de vue-là, parce que je pense que faire Europe, c'est déjà connaître l'Europe, c'est déjà connaître l'autre, connaître sa culture, connaître ne serait-ce que sa géographie, le fonctionnement de son pays, à quoi il ressemble. Et le cinéma donne ça à voir. Donc déjà en soi, cette action-là, nous on montre à peu près 70 films européens tous les ans, on fait 24 000 entrées, on travaille avec les scolaires, on fait à peu près 7 000 entrées scolaires. On essaye de faire ce travail en profondeur déjà, d'avoir un espace mental de réflexion, de vision et d'existence qui soit à l'échelle européenne. Et ça, je pense que c'est déjà très important. Et puis après, on amène les débats qui sont les débats, alors pas forcément celui sur la construction européenne en tant que telle, alors ça peut arriver parfois, hein, mais qui sont plutôt, on va dire, les grands questionnements, et la démocratie en est un, hein, qui sont autour des valeurs que l'Europe veut mettre en place. On a un continent qui aujourd'hui, quelque part, est peut-être un des derniers endroits au monde où on essaye de défendre ces valeurs, de la démocratie, de la liberté. On essaye de construire un espace qui soit protégé, et c'est pas évident aujourd'hui dans le monde. Rapidement, quel est le film qui symbolise pour vous le plus l'Europe? J'allais dire dans votre cinémathèque personnelle. Dans ma cinémathèque personnelle, s'il doit rester qu'un seul film qui symbolise le plus l'Europe. C'est très très compliqué parce que alors c'est vraiment très compliqué. Il y a je réfléchis. Un qui vous vient en tête.
En fait, il y a plusieurs films qui peuvent symboliser l'Europe pour moi. Évidemment, il y a des questions. Je pense que dans les films de Agnieszka Holland, on va trouver dans Green Border, dans ce genre de film, des éléments voilà de ce qu'est l'Europe, ses valeurs, ses limites, ses combats. Il y a aussi, pour moi, quelque part. Dans les films de Laszlo Nemes, c'est marrant, hein, je pense beaucoup à des réalisateurs hongrois parce que quelque part, Nemes, dans cette nouvelle génération, hein, puisque c'était le fils de Saul, et on a son dernier film, Orphan, qui aussi parle beaucoup de l'Europe et de l'Europe après-guerre, de l'Europe finalement de ces années 50 dans laquelle il y a eu vraiment ce moment où on a perdu quelque part cette connexion avec l'Europe de l'Est et le post-traumatisme de l'Europe d'après-guerre. Donc quelque part dans la réflexion de ce pourquoi l'Union européenne est arrivée après, on en trouve un peu les racines dans ce film, je trouve. On parle cinéma aujourd'hui sur Radio avec Pierre-Emmanuel Florentin, directeur général des Arcs Film Festival, dont l'édition 2025 commence ce vendredi. Alors le président du jury de la compétition dans les longs métrages cette année, c'est un réalisateur français, Dominique Moll, qui a sorti il y a quelques semaines un nouveau film, Dossier 137, après le très grand succès déjà en salle de la nuit du 12. Pourquoi lui comme président cette année ? Alors, Dominique Moll, pour nous, c'est vraiment un très grand réalisateur. Hein. C'est vrai que La Nuit du 12 et là, ce dernier, le dossier 137, mais il y avait aussi Harry, un ami qui vous veut du bien. Il a fait du grand cinéma, à la fois avec une grande intelligence, je trouve, dans ses personnages, les histoires qu'il raconte, les sujets qu'il traite. Et en même temps, il arrive à toucher un public large. Et ça, je pense que c'est un enjeu. C'est un enjeu aussi pour nous aux Arcs de montrer que ce cinéma, qui est un cinéma intelligent, qui est un cinéma de vision, d'auteur, peut faire des entrées. Et il le prouve encore avec son dernier film. Et en plus de ça, son dernier film est un grand film sur la démocratie. Donc ça, pour nous, c'était important. Alors, c'est un film sur la démocratie. On parlait un petit peu tout à l'heure, mais là, c'est un endroit très particulier. C'est sur la question des violences policières pendant les Gilets jaunes. Et lui, il choisit de traiter le sujet avec une enquête de l'IGPN. Et c'est intéressant parce qu'il nous montre exactement qu'est-ce qui fait, où commence la démocratie. Elle commence là où la justice aussi, puisque il y a un certain nombre d'éléments, mais la justice est un élément fondamental de la structuration des démocraties. Et là, il nous montre comment notre système, à un endroit, est défaillant, mais qu'en même temps, il y a des gens qui sont très investis. Il y a des structures, il y a une structure administrative, légale, qui est mise en place pour la protéger, cette démocratie, même si elle dysfonctionne. Donc c'est un film il a dit récemment que le courage était aujourd'hui dans la nuance, et je trouve que ce qui est intéressant dans ce film, c'est toute la nuance de la réflexion, et je pense que c'est très important, et c'est pour ça que pour nous c'est un super président pour cette année. Il a d'ailleurs l'habitude de réaliser des films autour de sujets de société. On l'a dit, la nuit du 12 autour de la question des féminicides. Elle avait réalisé il y a quelques années une série aussi, Eden, sur des destins de croisés de migrants à travers l'Europe. Donc tout à fait, ouais. Que Dominique Moll a cette habitude de parler de sujets de société. On parlait au début de cette interview de ce fil rouge, la démocratie, et vous choisissez justement cette année de faire un focus. Alors, chaque année, vous choisissez de faire un focus sur un pays, et cette année, c'est la Grèce qu'on considère comme le berceau de la démocratie. C'est ce qui a motivé ce choix ? Alors ça s'est fait un peu par hasard, pour être tout à fait honnête, puisqu'on avait choisi la Grèce avant de choisir la démocratie comme fil rouge, donc la Grèce comme pays à l'honneur. Mais c'est vrai que c'est tout un symbole. C'est tout un symbole, et surtout quand on peut passer les premiers films de Costa Gavras et finalement Z qui fait vraiment écho aujourd'hui à ce qui se passe dans le monde. Alors le festival, c'est aussi l'occasion pour les professionnels, les producteurs indépendants de se rencontrer, d'échanger sur la situation économique actuelle du cinéma européen. Aujourd'hui, comment font les cinéastes européens qui choisissent la voie de l'indépendance pour financer un film ? Alors, la question de l'indépendance, elle est intéressante parce que déjà, elle n'est pas la même partout. Et c'est très difficile de définir du cinéma indépendant. Dans une partie de l'Europe, on va dire art house.
En France, je sais même pas si on dit cinéma d'auteur, souvent, parce que c'est notre histoire, c'est notre vision finalement, on a un cinéma qui est né de la politique des auteurs des années 60 et de la nouvelle vague. Le cinéma européen, dans son ensemble, est quand même indépendant, puisque on n'a pas de studio à l'américaine. Donc en fait, l'indépendance, elle est vis-à-vis des réseaux des studios ou des réseaux de diffusion. C'est-à-dire il y a effectivement quelques filiales de grands groupes, de chaînes, mais à l'échelle européenne, grosso modo, le cinéma est souvent porté par des producteurs qui ont des sociétés qui sont indépendantes, qui font un travail vraiment indépendant, par quelques grosses productions. Ce qu'on pourrait définir chez nous non indépendant, c'est on va dire les grosses productions de Gaumont, UGC et Pathé. Et même quand on les regarde dans le détail, Le Mage du Kremlin, c'est distribué par Gaumont, mais c'est porté par Olivier Delbos, qui est un producteur complètement indépendant. Donc en fait, je dirais que la globalité de ce cinéma-là est indépendant. Après, nous, ce qu'on va chercher dans le cinéma européen, c'est des visions d'auteur. C'est vraiment un cinéma avec des réalisateurs qui font de la mise en scène, qui vont travailler des sujets, qui vont apporter une vision dans leur travail, et qui sont pas là parfois pour faire du divertissement, parce qu'on a une section notamment qui s'appelle Playtime, et sur lequel on a ce côté un peu divertissant. Mais même dans le divertissement, on peut avoir un point de vue, on peut avoir une vision d'auteur. Donc ça, c'est un peu comme ça qu'on programme, en tout cas qu'on fait nos choix sur ce cinéma-là. Mais c'est plus dur aujourd'hui quand même financièrement de faire un film. C'est plus dur. Alors là, je prends ma casquette de producteur. On produit encore beaucoup de films en Europe. Il y a eu, post-Covid, des difficultés dans beaucoup de pays, parce qu'en fait, la France est quand même assez protégée, mine de rien, parce qu'elle a un système qui est très solide. Le système de financement, notamment du CNC, qui est très attentif à l'évolution de la conjoncture économique. Et en période de Covid, on a quand même beaucoup aidé les salles de cinéma qui ont réussi à se maintenir. Il y a un certain nombre de pays qui ont vu leur parc de salles diminuer grandement, avec des salles qui ont fermé, qui n'ont jamais réouvert. Donc il y a eu une crise, et je pense qu'il y a une crise cette année en particulier en France de la salle. La salle fait moins d'entrées. On parle de moins 20-25% cette année en France. L'impact sur les financements, il n'est pas forcément tout de suite. Cet impact-là, puisque derrière, finalement, les entrées salles servent aussi à des distributeurs qui vont financer des films demain. Donc, moins on aura d'entrées en salle, finalement, moins on aura de financement provenant de la salle. Après, il faut voir qu'on a quand même vécu des années où les plateformes SVOD ont fait pratiquement 30% de croissance depuis 10 ans. Alors maintenant, ça y est, elles sont on va dire à peu près à 10-11% de croissance. Elles se stabilisent. On a une maturité de ce marché-là, mais on s'est retrouvé quand même à une période dans laquelle on a eu un petit peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on a eu du financement traditionnel, les chaînes de télé, les chaînes à péage, Pay TV, comme Canal+, et les plateformes, plus les financements venant de l'international et de la salle, ce qui est grosso modo, et les financements publics. Aujourd'hui, on a effectivement des financements traditionnels, Pay TV, chaînes de télé publiques, puisqu'on le voit bien, il y a des baisses de budget, baisse dans un certain nombre de pays des aides publiques, baisse des entrées en salle. Donc on a finalement un marché qui se contracte après avoir eu quand même un afflux de financement à un moment. Donc ça va devenir plus dur, c'est en train de devenir plus dur, on le sent depuis un an, mais je pense que l'impact encore sur le nombre de films et n'est pas encore totalement visible. Il va être visible, je pense, dans les quelques années qui viennent. Alors pour terminer, comme Radio Les Arcs Film Festival fait partie de l'écosystème Inspiring Young Europeans de la Fondation Hippocrène, comment vous faites au festival pour donner envie aux jeunes de s'intéresser au cinéma et puis pourquoi pas de faire du cinéma ?
Alors, comme je disais, on fait pratiquement 7000 entrées scolaires, donc qui sont à la fois sur le bassin local, c'est-à-dire cette vallée de Tarentaise, mais on fait aussi venir beaucoup de groupes de toute la France qui viennent faire des séjours pédagogiques. Alors, ils sont au ski, puis en même temps, ils font des rencontres, et on a la chance d'avoir beaucoup de personnalités qui ont envie de jouer le jeu aux arcs, des réalisateurs, des grands réalisateurs comme Michel Hazanavicius par exemple, Vincent Macaigne, Hugo Becker, qui sont des gens qui sont là pour quelques jours et à qui on demande de faire des rencontres avec ces jeunes, de faire des ateliers, que ce soit des ateliers de mise en scène, d'acting, et ils sont très généreux. Donc en fait, quelque part, j'espère qu'on crée des vocations et on donne l'envie d'aller plus loin et d'en faire un métier. Et on parle aussi, évidemment, de toutes ces questions européennes, de toutes ces questions de société, en essayant de leur donner les armes intellectuelles, parce que je pense que c'est quelque chose, on parlait de la démocratie tout à l'heure, mais qui est très très important. Et je pense que, surtout à l'heure de l'intelligence artificielle qui vient un petit peu en remplacement de nos réflexions et de nos travaux intellectuels, il faut continuer à donner les moyens d'analyser, de penser, des éléments de connaissance pour maintenir ce monde et pour le rendre meilleur. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire. Ouais. Rendre meilleur le monde, ça pourrait être la devise des Arcs Film Festival, dont l'édition 2025 se déroule à partir de ce vendredi 13 décembre et jusqu'au 20 décembre. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel Florentin, directeur général des Arcs Film Festival. On peut d'ailleurs retrouver toute la programmation sur lesarcs-filmfest.com. Merci d'avoir été avec nous sur Radio. Merci beaucoup.